j'ai pas enregistré, j'ai oublié de lancer la vidéo, donc maintenant je le fais. Donc on est toujours sur le même apport, c'est relatif aux fonctions avec les paramètres par défaut. Et je suis en train de donner un exemple de fonction avec un paramètre par défaut. L'exemple sur le calcul d'une cote dessin, étant donné la cote réelle, sachant que le dessin il est exécuté à une échelle donnée. Mais si mes dessins sont souvent faits à une échelle qui est identique, 1/2, eh bien, je pourrais donc préciser cette échelle comme valeur par défaut, ou cette valeur d'échelle comme valeur par défaut, ce qui va toujours me permettre de faire un appel plus simple avec un seul paramètre, et j'aurai besoin de faire un appel avec 2 paramètres uniquement pour ces dessins, qui sont d'ailleurs rares, pour lesquels j'exécute avec une échelle différente. Je ne sais pas si c'est clair pour vous tous. Donc, monsieur. Oui, allez-y. Monsieur, si je précise pas, le deuxième paramètre, c'est par défaut 0,5. Exact, exact. C'est par défaut donc la valeur que le programmeur de la fonction a précisée. Dans notre exemple, c'est 0,5. Mais si c'est un autre programmeur qui va faire la fonction, il pourrait préciser, dans tout cas, tous les programmeurs, ils doivent préciser comme valeur par défaut cette valeur qui est la plus fréquente. Par exemple, si je trouve une valeur qui est à 50%, on la retrouve, ben, ce n'est pas la peine que je force tout le monde à chaque fois de préciser cette valeur. Je vais la préciser définitivement et je laisse quand même la possibilité à ceux qui veulent travailler avec une autre valeur de la mentionner en faisant un appel avec 2 paramètres. En précisant justement la valeur du deuxième paramètre. Dans ce cas-là, on laisse tomber la valeur par défaut et on travaille avec celle qui a été mentionnée lors de l'appel. C'est bon? D'accord, monsieur. Merci, oui. Très bien. Donc, voilà. Monsieur. Oui, allez-y. Monsieur, normalement, on a défini la fonction à 2 arguments. Oui. On n'aura pas une erreur lorsqu'on... Non, mais regardez le deuxième argument. Il n'est pas comme le premier. Regardez dans le premier. On a fait float LR et on s'est arrêté. Ici, on a mis float échelle égale. Le fait d'ajouter égal 0,5, le programmeur il est en train de choisir de permettre plutôt aux autres qui vont appeler la fonction de ne pas mentionner ce paramètre. Et si jamais ils ne le font pas, ils ne mentionnent pas, c'est qu'ils veulent adopter la valeur 0,5. Ah d'accord, je comprends. Maintenant, si on veut adopter une autre valeur, il faut absolument qu'on la précise, comme ce que j'ai montré dans les exemples. Donc le premier appel, j'ai fait avec un seul paramètre seulement, c'est pour LR. Et donc, puisque je n'ai pas mentionné l'échelle, ça ne peut être que 0,5. Je suis en train de faire appel ici avec 0,5. Pour le deuxième, par contre, je veux faire un appel avec une échelle différente de la valeur qui a été imposée par le programmeur. Et par la suite, je dois la mentionner. C'est une souplesse. Donc, c'est comme si j'ai maintenant 2 façons de faire appel à ma fonction. Soit en précisant uniquement les paramètres obligatoires. Et pour les autres appels, donc si je veux travailler avec des valeurs autres que celles qui ont été adoptées par le programmeur comme valeur par défaut. Ça marche? C'est bon? Y a-t-il d'autres questions avant de passer au 6e apport? Oui. Ça marche? Slimane Lifaoui, vous venez de nous rejoindre à ce moment-là. Pourquoi? Pour quelle raison? Donc, parce qu'on a décidé de reprendre à -20. Donc maintenant, c'est midi 5 minutes. Très bien, donc je vais continuer. Alors, passons au 6e apport, l'apport 6. L'apport 6, c'est relatif aux fonctions d'entrée-sortie. Fonctions d'entrée-sortie avec lesquelles on peut travailler.
Vous vous souvenez, on sait avec quelle fonction on faisait les lectures, par exemple, à partir du clavier. Si on veut lire une donnée à partir du clavier, et on veut la mettre sur la RAM, on utilisait la fonction scanf, ce qui va permettre de récupérer une donnée à partir du clavier et la mettre, ça c'est le clavier, et la mettre sur une mémoire. Par exemple, imaginons une mémoire qui s'appelle X, par exemple un int X. Je veux donc récupérer une valeur et la poser sur cette mémoire depuis le clavier. Il a fallu qu'on écrive, il nous a toujours fallu qu'on mette comme ça, scanf %d adresse de X. Regardez, il y a beaucoup de contraintes à ce niveau-là. Par exemple, on a oublié que dans cet appel que X il est déjà de type int. D'accord? Et la preuve, c'est qu'on doit préciser comment on va décoder comment on va coder le flux des données qui vont nous arriver depuis le clavier. Il faut qu'on le code en tant que int. Alors qu'en déclarant la variable, on a déjà précisé qu'il est de type int. Une autre contrainte, c'est qu'il ne faut pas oublier de mettre l'adresse pour dire je veux placer dans le lieu. Et si on a en C++ un moyen beaucoup plus facile qui va nous simplifier un peu la tâche. Ce moyen-là, il s'appelle cin. C'est un objet qui s'appelle cin. D'accord? Il y a donc cin, il y aurait cout, on va le voir par la suite. Cout. Alors cin, il fonctionne avec un opérateur. C'est un peu comme lorsque j'écris en maths A plus B. Donc Reda, c'est un opérateur. Cin, c'est un opérande. Et celui-là est un opérateur. Et pour dire je veux écrire dans X. Tout simplement, on écrit comme ça. Alors, regardez, X, bien sûr, peut être de type entier, il peut être de type n'importe quel type. Et l'écriture, elle est toujours la même. C'est cin. Je dois donc toujours écrire comme ça. Cin, chevron, orienté vers X, juste pour ça oriente le sens du flux. Regardez d'ailleurs, si je veux mettre les flèches ici, au niveau du flux, vous allez voir que c'est un sens qui est orienté vers le lieu. Et donc, c'est ce qui explique ce sens-là. D'accord? Cout, par contre, c'est l'inverse. On va trouver comme ça. Ça veut dire, dans le même dessin, si je représente ici l'écran, ça c'est l'écran, et je veux donc envoyer la valeur de X vers l'écran, il va falloir aussi que je crée un flux, c'est-à-dire un tunnel à travers lequel je déplace l'information vers l'écran, et ce tunnel-là, il va être orienté dans ce sens. D'accord? Ça, c'est le sens du déplacement. Donc, et l'écran, il est appelé, dans C++, il est appelé cout. Le clavier, il est appelé cin, tout simplement. C'est comme si on a donné un nom à ces périphériques. Cin, c'est le clavier, cout, c'est l'écran. Et par suite, si je veux écrire la valeur de X dans l'écran, il suffit juste que j'écrive comme ça. Que j'oriente la valeur, c'est comme si j'injecte la valeur de X vers le dispositif écran. Ici, plutôt, c'est l'inverse. J'extrais la valeur de X depuis ici la source c'est cin, ici la source c'est X. D'accord? Et donc, logiquement, c'est un usage qui est plus facile, plus à appréhender que la fonction scanf avec le %d qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas rater. Si vous devez mettre un %d, il faut mettre un %d et pas autre chose, sinon la lecture il va pas se faire correctement. Il ne faut pas oublier de mettre l'adresse. Et tout ça, c'est des contraintes supplémentaires qu'on retrouve aussi même au niveau de l'affichage. Si je veux afficher, on avait toujours affiché par printf. Et il fallait donc, pour afficher X, que j'écrive printf %d aussi, pour faire le décodage X. C'est vrai, ici, il n'y a pas d'adresse, parce que je m'intéresse à la valeur, pour l'afficher à l'écran, mais il y a toujours le signe de décodage. Or, ici, on ne voit plus de signe de décodage, ou bien de codage, on ne voit plus d'adresse. L'écriture, il est beaucoup plus simplifiée, en passant par cin et cout.
sauf pour pouvoir travailler avec la fonction scanf et printf en C. Vous vous souvenez, on devait toujours inclure std.in, vous vous souvenez? Stdio, pardon. On devrait toujours ajouter au début du programme include stdio. La même chose pour cin et cout. Il faut aussi qu'on inclue pour pouvoir les utiliser. C'est plus stdio, c'est plutôt, il s'appelle io manip. Le fichier, il s'appelle input output include. Là, il y a aussi des inclusions en C++, comme à la manière de C. Mais notre fichier qu'il faut inclure pour pouvoir utiliser cin et cout, c'est io stream, pas manip. Je suis désolé. io stream. Un stream, ça veut dire un flux. On parle de streaming. Streaming.h. On écrit juste comme ça. Ce n'est pas la peine de mettre le point H au niveau de C++. Dès que vous mettez include un nom de fichier, on comprend que c'est un fichier .h. Donc, pour pouvoir travailler avec les flux d'entrée et les flux de sortie cin et cout, il faut inclure io stream. Voilà, concernant donc cet apport-là, donc ça va nous faciliter énormément les lectures et les écritures au niveau des données, au niveau du clavier, ou à partir du clavier et sur l'écran. Alors, il y a un autre flux, il s'appelle CR, celui-là. On va le voir, c'est comme cout. Donc, lui aussi, il permet d'afficher des messages d'erreur. Quand vous avez des messages d'erreur, suite à une manipulation qui entraîne une erreur, pour commenter l'erreur, vous affichez, c'est souvent un texte, vous l'affichez en utilisant CR. Donc, il a le même usage que cout, ça permet d'écrire à l'écran un message pour symboliser un message d'erreur, ou pour réussir à écrire à l'écran un message d'erreur suite à une erreur qui peut bien arriver. Je ne sais pas si pour cet apport, si c'est clair. Je vous donne un exemple, un autre exemple. Remarquons bien, ça c'est un exemple. Je veux juste, dans un programme C++, oui. Monsieur, j'arrive pas à voir le tableau. Le tableau, encore une fois. Ah, d'accord. Ça, c'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois mon tableau il est désactivé. Il va falloir que je revienne. Bon, il n'est pas désactivé, donc je dois donc arrêter et refaire. Alors, je le refais, c'est pas grave. Peut-être que c'est moi qui fait l'erreur. Alors, partager. Peut-être vous présenter. Oui, et ça, c'est juste un message. C'est bon. C'est bon, d'accord. Parfait. Donc, je veux donner un exemple d'input-output par la façon de C++. Imaginons par exemple, je veux saisir les infos d'un étudiant par exemple. Donc j'ai un int matricule, son matricule. J'ai par exemple un char, son nom. Je suppose que c'est sur 20 caractères. Et j'ai encore, disons, sa filière. Donc, je vais dire char filière. Je vais dire sur 10 caractères. Et je veux faire maintenant la saisie. Je veux saisir et afficher. Alors, ça, c'est les variables globales. Donc, comme pour le programme C, un programme C++, il contient la fonction main, c'est la fonction principale, avec le bloc de la fonction. Et je veux donc, tout ce que je veux faire, c'est lire les données et puis les restituer. Alors pour faire la lecture, la saisie,
La seule chose qui va changer, c'est que je ne vais plus utiliser le scanf printf. Je vais utiliser cin, cout. Donc, je vais par exemple écrire un petit message par cout pour inviter l'utilisateur à entrer le nom, ou plutôt à commencer par le matricule. Je vais dire donner le matricule. Je vais juste abréger comme ça. Ça, c'est des guillemets. Point virgule. Et je vais donc lire le matricule. Cin, matricule. Attention juste de ne pas inverser les sens. Donc, cin, c'est toujours orienté vers la variable. Je vais mettre ici matricule. Ensuite, je vais mettre encore cout pour afficher le petit message avant l'information pour inviter l'utilisateur à entrer le nom. Cin, le nom. Ainsi de suite. Donc, je fais la même chose. Donc, vous voyez, ça va par paire. À chaque fois, j'affiche un petit message par cout et j'invite l'utilisateur à entrer la valeur que je vais récupérer dans la variable préalablement déclarée. Je fais la même chose pour la troisième, pour récupérer la filière. J'ai plus d'espace ici. Maintenant, sinon, je vais mettre là, ici. Donc, je vais mettre cout. Encore. Je vais inviter l'utilisateur à entrer la filière. La filière, deux points, point virgule, cin, filière. Je l'ai abrégé comme ça. Et puis maintenant, donc c'est tout. J'ai fini les lectures. Je pourrais faire des calculs si je veux. Mais moi, je n'ai pas de calcul pour le moment. Je veux donc juste restituer les données par cout. Cout. Et je vais donc écrire comme ça. Je vais dire, voici le matricule. Deux points. Je vais continuer d'ailleurs. Vous pouvez donc très bien injecter dans le flux. Vous pouvez injecter plusieurs données. C'est la même instruction. D'accord? Si j'avais de l'espace, je vais continuer sur la même ligne. Mais d'ailleurs, il est plus pratique de revenir à chaque fois qu'il y a les chevrons. Vous revenez à la ligne. C'est plus pratique de lire comme ça. D'abord, pour ne pas avoir des lignes qui sont trop longues. Et même pour la lecture, pour la lisibilité, c'est plus clair d'écrire comme ça. Je vais maintenant mettre le matricule, la variable, matricule. Je ne fais pas virgule, point virgule. Je mets juste chevron. Imaginons, je veux revenir à la ligne. Donc, je vais mettre anti/n. Ça, c'est pour revenir à la ligne. Et je continue. Je vais afficher encore le nom. Je vais mettre le nom. Deux points. Si j'avais de l'espace, je vais continuer. Je vais mettre les chevrons ici et je vais continuer. D'accord? Mais moi, je n'ai pas d'espace, donc je reviens à la ligne. Je vais mettre le nom. Et ainsi de suite. D'accord? Chevron. Anti/n pour revenir à la ligne encore une fois. Chevron. Et c'est fini maintenant, la filière. La filière. Chevron, filière. Et je finis par un dernier anti/n juste pour revenir à la ligne. Et c'est là où je trouve le point virgule. Ça, c'est à la suite. D'accord? C'est à la suite, ici. Voilà, donc vous voyez... dans tout le programme, vous voyez que des cout, cin. Cout, cin. Et qu'est-ce qu'on a gagné par rapport à C? Il n'y a plus les %D, les %S, les %F. On ne les a plus. Que ce soit pour la lecture, que ce soit pour l'écriture. On n'a plus maintenant les adresses. Quand on fait les lectures, on n'a plus à rappeler l'adresse. On met juste le nom de la variable. Et tout ça, c'est vu comme simplifiant. Donc, ça simplifie énormément par rapport à C. Alors, juste une petite précision, c'est que pour pouvoir utiliser ces fonctions ou ces opérateurs, cout, cin, d'ailleurs, cout et cin ne sont pas des opérateurs, attention, ils sont des opérandes, et les opérateurs, c'est les chevrons. C'est donc les chevrons vers la droite ou bien chevrons vers la gauche. C'est ça donc ce qui constitue les opérateurs. Alors, pour pouvoir utiliser les opérandes cin et cout, il faut inclure, comme j'ai déjà dit, il faut inclure input, output, stream. Stream, il y a un A. Stream, comme ça. Alors, une autre chose qu'il faut faire, c'est que normalement,
en réalité, dans C++, il y a beaucoup, cout, cin, cr, c'est des objets. On les appelle des objets. Il y a beaucoup d'objets. Il y a plusieurs centaines d'objets. Et on ne pourrait pas donc facilement les utiliser sans les organiser sous forme d'espace, dans des espaces. Alors, je vais expliquer là, mais je vais revenir à cette vue. Je vais expliquer ici. En réalité, imaginons, on est dans un domaine où il y a beaucoup d'êtres, comme par exemple à l'école. Il y a beaucoup d'êtres. Donc, on est bien organisé par département, par filière, etc. On les appelle des sous-domaines ou bien des espaces. Donc, par exemple, si je prends le cas de l'école, ben, c'est un domaine qui est très vaste, d'accord? Et dans lequel vous trouvez, par exemple, les départements, des sous-domaines. Et dans chaque sous-domaine, donc là, je vais dire département, par exemple, génie civil, département génie informatique, ainsi de suite. Et là, c'est l'école, HTP. Donc, il y a ce qu'on appelle des espaces de nom. Comme ça, si je veux donc un être, si je veux trouver un individu, d'abord, la première des choses que je vais dire, il est dans quel domaine? Si je sais qu'il est dans le domaine du département génie civil, je ne vais jamais fouiller là, je ne vais jamais chercher là. Donc, pour des raisons de facilité d'accès ou de mettre la main sur un être, il faut alors s'organiser comme ça, chaque fois qu'on est dans un domaine qui est étendu. Ben, c'est la même chose. Donc, C, c'est un domaine qui est très restreint si vous le comparez avec C++. C++, il contient beaucoup d'êtres. Et pour cette raison-là, on a organisé les constituants de C++ dans des domaines. On les appelle des espaces de nom. Des namespace. Espace de nom. D'ailleurs, les êtres cout, cin, cr, entre autres, ils se trouvent tous dans un domaine qui s'appelle std, standard. Le nom du domaine s'appelle std. Et donc, le vrai usage, lorsque je veux faire appel à cin, il ne faut pas que j'écrive cin tout court. Il faut que j'écrive, et ça c'est relatif à la syntaxe C, c'est plutôt C++, c'est C++ qui impose cette écriture. Pour accéder à un être dans un domaine, il faut que j'écrive d'abord le nom du domaine et que je mette double de points, comme ça. Ça c'est propre à C++. Pourquoi on a mis double de points? Parce qu'on a déjà vu la notation pour les structs. Vous vous souvenez pour les structs? Quand on a un struct, pour accéder par exemple à un complexe à la partie réelle, il faut écrire un point. z.pr. Ici, on ne pourrait plus continuer à utiliser le point. Donc, on a besoin d'un autre opérateur pour dire que je veux accéder à un individu dans un domaine, dans un espace. Et donc, si l'espace s'appelle std et l'individu à l'intérieur de cet espace s'appelle cin ou bien cout, la syntaxe pour accéder, pour le désigner, c'est écrire std, double de points. Vous allez me dire pourquoi pas un seul deux points? Ben, le concepteur il a choisi comme ça. Double de points, cout ou bien cin. Donc par exemple, je veux faire un affichage à l'écran, il faut que j'écrive comme ça. Je veux faire une saisie, il faut que j'écrive std double de points cin de cette manière. Alors, quel est l'avantage de faire ça? Eh bien, je pourrais bien créer mon propre espace, si besoin est, qui s'appelle, je vais dire MySpace, space par exemple, et je pourrais créer un être qui s'appelle aussi cin. C'est-à-dire, dans chaque domaine, à chacun son objet qu'il peut appeler par le même nom, si la sémantique l'oblige, comme d'ailleurs les prénoms des êtres, des individus, des personnes. Chacun, il a un enfant ou bien qu'il peut appeler par le même nom que l'autre. Mais bien sûr, pour désigner, pour l'appeler, il faut que je l'appelle par rapport à la famille ou par rapport à l'espace qui le contient. Donc, justement, pour distinguer entre le cin que j'ai dans mon espace et le cin que j'ai dans std, il faut que la syntaxe qu'il le montre bien. Comme ça, je distingue.
Mais ceci étant, si je reviens à la diapositive précédente, eh ben, imaginez bien que je dois mettre ici std double de points partout. Ici, je dois le mettre là. Je dois le remettre ici. Je dois le mettre là encore. Eh ben, ça va créer une lourdure. Alors, pour ne pas donc obliger le programmeur à le répéter à chaque fois, on l'oblige par contre à écrire juste au début, à écrire la phrase suivante. Using, ne prenez pas ma phonétique qui n'est pas très... Using namespace, std. Si vous ajoutez cette ligne tout au début, using namespace std, d'accord? Vous l'avez bien eu, cette notation? Les trois mots. Using, c'est un mot-clé. C'est comme si je dis, je suis partant pour utiliser. Ou utilisant. Je suis en train d'utiliser cet espace. Donc, chaque fois que je fais appel à un objet, et quand on n'arrive pas à résoudre son domaine, on va dire qu'il relève de ce domaine-là. Et donc, ça va m'éviter à chaque fois d'écrire std double deux points c'est out, std double deux points c'est in, etc. Et dans ce cas-là, si je ne fais pas cette ligne, je dois le refaire à répétition pour tous les c'est out, c'est in. Il faut que j'écrive comme ce que je vous ai montré ici, en mettant std double deux points c'est out.